vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous. Les élèves ont repris le chemin de l'école, tout comme les enseignants et le personnel scolaire. Une petite nouvelle s'invite de plus en plus dans les classes, l'intelligence artificielle générative. Alors que les cellulaires sont bannis des salles de classe au Québec, ChatGPT et les autres agents conversationnels viennent épauler profs et élèves au moment de faire les devoirs ou de concevoir les cours. L'objectif serait de simplifier les tâches des enseignants et de stimuler l'engagement des élèves. Cela pose aussi des questions éthiques concernant les données personnelles, particulièrement des mineurs, des usages parfois inappropriés de l'IA, sans compter des enjeux déontologiques et écologiques. L'usage de l'IA, on le sait, étant très énergivore. Alors, quelle place pour l'IA à l'école ? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la place que prend de plus en plus l'intelligence artificielle à l'école, un assistant numérique de l'enseignant et de l'élève, ce qui vient avec quelques enjeux. Nous allons voir ça. Pour en parler, j'ai avec moi Julie Monette, conseillère pédagogique à Ivado, doctorante en éducation et intelligence artificielle. C'est bien ça? Oui. Bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi Simon Landry, enseignant à l'école secondaire et doctorant en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et aussi auteur d'un livre, L'éducation au Québec en ce 21e siècle, aux éditions du Tulinois. Bonjour. Bonjour. L'aviez-vous écrit la dernière fois qu'on s'était parlé, ce livre-là? Je ne crois pas. Il était en rédaction la dernière fois qu'on s'est parlé. Entendu. On va mettre la référence évidemment sur la page. Donc bonjour, bienvenue. Améliorer l'enseignement, personnaliser l'apprentissage, augmenter l'engagement des élèves et aussi faciliter l'administration des classes. Il y a de nombreuses motivations à avoir recours à l'intelligence artificielle générative en classe. Certaines craintes persistent toutefois face à son usage. On parle d'une grande dépendance au numérique chez les jeunes, le partage des données personnelles de mineurs évidemment, les violations de la propriété intellectuelle ou parfois des usages non éthiques du numérique. Donc on va aller voir ça. Au Québec, nous avons, on le sait aussi, une école à 3 vitesses. Alors, risquons-nous aussi d'avoir 3 usages différents des outils numériques à l'école? Je vais commencer avec vous, professeur Landry. Comment voyez-vous l'entrée de l'IA dans les classes actuellement? En fait, l'IA est déjà rentrée dans les classes depuis un petit bout de temps. C'est juste que l'on s'y intéresse un peu plus. Mais c'est certain que c'est en train de révolutionner nos façons d'apprendre, mais aussi nos façons d'enseigner et surtout nos façons d'évaluer l'apprentissage. Tout ça est en train de changer. Malheureusement, ça change très rapidement et on semble avoir une petite difficulté là, à suivre la parade et à s'adapter rapidement à ces changements-là. Est-ce qu'on est trop frileux au Québec? Je ne pense pas que c'est une question d'être frileux. Je pense que c'est vraiment une question de formation des élèves et du personnel enseignant. On sait qu'il y en a qui sont très, très en avant de la parade, qui ont embarqué dans le train déjà et qui sont vraiment, vraiment formés là-dedans. Mais il y en a qui sont plus réfractaires, qui veulent pas s'en servir. On avait le même problème à l'époque d'Internet et de la calculatrice. On a toujours une partie de la population qui est réfractaire et l'autre qui prend les devants. Et la différence, cette fois-ci, c'est que la technologie avance tellement rapidement que ceux qui sont réfractaires vont être très, très rapidement complètement dépassés. Mais c'est pas un phénomène qui est nouveau, là. Entendu. Madame Monette, la place de l'IA à l'école, j'imagine que c'est pas uniforme non plus d'un enseignant à l'autre, d'une classe à l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, présentement, il y a un moratoire aussi du ministère de la Cybersécurité numérique qui a fait en sorte de un petit peu mettre un frein à l'innovation, tout simplement parce qu'il voulait s'assurer de faire la bonne façon. Donc, présentement, comme Simon le disait, ça dépend vraiment du bon vouloir de chaque enseignant. Les centres de services scolaires n'ont pas mis en place de formation officielle, donc c'est pas uniforme. Il y a certaines personnes qui vont se former de manière autodidacte ou bien des conseils pédagogiques qui vont amener l'IA dans les écoles, mais c'est très variable. Pour donner un exemple, cette semaine, j'ai donné une conférence auprès de futures directions d'établissement. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que dans leurs établissements, c'est la première fois qu'ils entendaient parler d'intelligence artificielle. Donc, qu'à l'école, on n'en parle pas, puis on fait un peu comme si ça n'existe pas. Mais d'autres m'ont dit au contraire, chez nous, on a des profs super motivés qui ont organisé des formations et qui ont des initiatives. Donc, j'ai l'impression que ça dépend des profs. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça? Exactement.
Professeur Landry, est-ce que vous, dans votre classe, vous l'utilisez? Oui, je m'en sers, puis je m'en cache pas. Je le mentionne à mes élèves. Je mets une notice en bas de chaque document que je produis. Quand c'est le cas, je le mentionne que ça a été produit en partie par l'intelligence artificielle et retravaillé par moi ou par un collègue quand ça s'applique. Je pense que ça fait partie de l'éthique professionnelle des enseignants de le mentionner, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable. Les profs s'en servent et je pense qu'il faut être transparent par rapport à ça parce qu'après ça, on va dire aux élèves de l'utiliser correctement, mais si on n'avoue pas nous-mêmes qu'on s'en sert, on est un peu hypocrite. Mais oui, je m'en sers pas super souvent. Comme ma collègue l'a mentionné, on a un certain moratoire. Des fois, les plateformes numériques sont pas encore prêtes à l'utilisation de l'IA. Moi, j'ai voulu développer, par exemple, un robot conversationnel pour mon cours pour aider mes élèves, mais le module que je voulais n'était pas débloqué par mon centre de service, donc je pouvais pas le faire. Donc, on est limité par la formation, on est limité aussi par la technologie dans les écoles. Des fois, on n'a juste pas les ressources numériques. Le Wi-Fi, des fois, ne fonctionne pas suffisamment assez fort pour pouvoir faire ça. Donc, on a une panoplie d'enjeux qui tournent autour de l'IA en ce moment dans l'éducation. Puis c'est pour ça que je mentionnais tantôt que ça va très vite. Il va vraiment falloir s'activer par rapport à ça. Sinon, on va se faire dépasser rapidement. Vous en servez pourquoi, concrètement? Par exemple, j'ai besoin de créer une résolution de problème en mathématiques. J'en ai déjà plusieurs dans ma banque, mais ça fait plusieurs fois que je les utilise. J'ai besoin d'inspiration. Je peux simplement mettre ma question dans l'IA. Pas dire, peux-tu me reformuler une question similaire en utilisant telle ou telle thématique. Et l'IA va me reformuler la question avec une nouvelle thématique, des nouveaux noms, des nouveaux nombres. Évidemment, elle va souvent me proposer le solutionnaire, mais là, c'est là que la partie critique de l'enseignant embarque, c'est que je dois repasser derrière parce que l'IA, des fois, a des hallucinations, des fois, fait des erreurs conceptuelles en mathématiques, donc je dois repasser derrière pour tout valider. Le danger, il est là. Il y en a qui vont prendre l'IA et ils vont faire copier-coller sans se questionner. Et ça, c'est un problème. Mais je m'en sers notamment pour de la création de contenu. Entendu. Madame Honnête, les écoles du privé et celles du public sont pas égalitaires devant l'accès à la technologie? Expliquez-nous. Malheureusement, j'ai pas le choix de dire oui. Je pense que le fossé était déjà énorme par rapport à l'implantation du numérique de manière générale. La technologie, ça a un coût. Les établissements privés ont plus de ressources, ont aussi des plus grandes attentes envers les compétences des enseignants et les compétences que les étudiants doivent avoir à la fin de leur parcours. Donc, je pense que les élèves du privé ont souvent, dans des recherches, je l'ai vu, accès à des iPads, accès à de la technologie dès le primaire. Et les enseignants bénéficient de plus de formation, plus de soutien technique aussi, qui manque beaucoup. Donc, on veut essayer, mais qu'on n'a pas de soutien technique, on est limité rapidement. Il y a beaucoup de collèges privés, sans nommer, qui mènent présentement des projets d'expérimentation avec les universités pour des projets d'intégration de l'intelligence artificielle. Dans le public, je pense qu'il y a beaucoup de volonté, mais un manque de soutien, un manque de ressources qui rend l'intégration plus lente et plus difficile. Ouais. Est-ce qu'on pourrait craindre l'élargissement d'un fossé technologique entre les écoles, entre les élèves, peut-être entre les régions aussi? Vous parlez de Montréal. J'ai l'impression qu'à Montréal, peut-être que c'est plus facile dans les écoles, le numérique est peut-être plus implanté et tout ça. Donc, peut-être, professeur Landry? Je pense pas que c'est une question de région. Je pense vraiment que c'est une question de ressources, comme ma collègue mentionne. C'est une question de financement. C'est une question d'infrastructure numérique. Est-ce qu'on a des ordinateurs? Est-ce qu'on a un réseau assez fort? Et je veux rebondir sur ce qui vient d'être mentionné parce que c'est quelque chose que j'avais mentionné dans un texte qui est apparu il y a quelques mois dans la presse où je mentionnais que on parle souvent que l'IA va remplacer une multitude d'emplois dans les années à venir et malheureusement, les élèves qui sont les plus à risque de se faire remplacer par l'IA, ce sont nos élèves qui n'auront pas une formation académique très avancée, dont nos élèves en difficulté, qui sont plus majoritairement présents au public qu'au privé. Donc, on a un double tranchant ici. On a les écoles privées qui ont une grande longueur d'avance sur l'IA, dont les élèves vont être mieux formés, mieux adaptés, mais c'est pas eux qui sont en danger de se faire remplacer. Et pendant ce temps-là, nos élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont plus nombreux au public, eux sont plus à risque de se faire remplacer par l'IA, mais on les forme pas justement à l'utilisation et à comment affronter cet avenir-là. Donc, le fossé va se creuser très, très rapidement, encore plus qu'il l'est déjà. Oui. Quels sont les exemples de matériel pédagogique assisté par l'IA qu'on peut avoir? Peut-être, professeur Madame Modette? Oui, il y a beaucoup de choses. Simon en a nommé quelques-uns. D'abord, des outils d'aide à la rédaction et à la génération de contenu, faire des quiz plus rapidement pour adapter aussi le matériel à chaque élève. Donc ça, c'est vraiment un plus, là, je pense, de l'intelligence artificielle générative. C'est qu'on peut accentuer un peu la personnalisation, la différenciation pédagogique. Donc, déjà, c'est ça. Et de plus en plus, il y a des plateformes adaptatives aussi qui sont mises sur place, donc des environnements numériques d'apprentissage qui vont s'adapter aux performances des élèves. Donc, encore une fois, c'est un peu comme un tuteur intelligent qui suit le parcours de chacun. On a vu aussi des outils automatisés. Par exemple, pendant la pandémie, beaucoup d'enseignants utilisaient Teams. Puis Teams, pour la classe, a déjà de l'intelligence artificielle avant même que ChatGPT fasse son apparition. Donc, on peut suivre l'élève dans les documents, savoir combien de temps il a passé dans le cours, des choses comme ça. Donc, ça existait déjà.
J'ai vu des exercices aussi où les enseignants demandaient de trouver des failles dans les réponses de ChatGPT, des choses comme ça pour développer l'esprit critique. Donc voilà un peu ce que... Oui, je me souviens de la pandémie, ça a été comme il y avait beaucoup les élèves à la maison, on était tous en ligne. Donc je me souviens que ma fille était beaucoup sur des quiz et que la machine devancer le professeur, la professeure, c'était une enseignante qui l'avait mis, dans les réponses, justement. Elle était capable d'aller voir les bonnes réponses assez vite, puis d'avoir un petit peu ce que ses collègues, en fait, ce que ses amis avaient mis avant, finalement, la note finale ou la réaction de l'enseignante. Professeur Landry, des exemples de matériel pédagogique que vous avez vu, que vous trouvez intéressant ou que vous utilisez, vous? Bien, ça a été un peu mentionné il y a quelques secondes. Par exemple, moi, dans le cadre d'un cours de mathématiques, je vais prendre justement des quiz en ligne via la plateforme Teams, par exemple, sur l'environnement Microsoft, où l'élève va répondre à des questions et c'est la machine qui corrige pour moi. L'élève remplit son quiz, l'envoie, puis moi, je reçois simplement sa note. Il y a eu 8 sur 10, parfait, je l'ai consigné, j'ai même pas eu besoin de le corriger. Je me sauve un temps fou. Par contre, là, on parle d'une intelligence artificielle quand même assez de base. Là, quand on embarque dans l'intelligence artificielle générative, c'est là qu'on revient à, par exemple, la génération de texte. Vous avez un professeur de français qui veut générer de la lecture pour ses élèves et là, vous avez des élèves, mettons, qui sont pas intéressés à la lecture, mais c'est un petit gars qui est très, très intéressé par le hockey. Ben, le prof peut facilement aller sur un outil, dit fais-moi un texte de 500 mots sur un adolescent qui joue au hockey dans tel contexte et le texte sort en quelques secondes. On l'imprime, on le donne aux jeunes. Ben là, le jeune, tout d'un coup, il y a un texte qui l'intéresse beaucoup, ça a pris quelques secondes. Il faut se pencher sur la demande énergétique de ces demandes-là. Il y a un penchant environnemental à ça qu'il ne faut pas négliger, mais reste on parle de différenciation, effectivement. Bon, mais cette question-là est trop dure pour mon élève. Je peux demander à un outil, peux-tu me refaire la même question, mais en la rendant un peu moins complexe, s'il te plaît? Ben, la machine le fait pour moi, je repasse derrière, mais pendant que la machine fait ce travail-là, moi, je peux faire autre chose, je peux me consacrer à d'autres élèves. Donc, ça vient vraiment devenir un support. Le danger, c'est quand on va venir vraiment juste se fier à ça, et là, ça devient problématique, mais l'IA générative devient un support pédagogique très, très intéressant. C'est ça, je voudrais qu'on parle des bénéfices et donc des risques. Si je comprends bien, le bénéfice, c'est personnaliser les devoirs, peut-être gagner du temps aussi. Oui, en partie. Quand on sait comment s'en servir, on peut gagner un temps fou. Ça revient au point de la formation du personnel, la rédatique. Quand on sait écrire une commande correctement à l'intelligence artificielle, le produit qui en sort, il répond essentiellement à toutes nos attentes. Mais quand on ne sait pas comment rédiger une commande à l'IA, le produit qui sort est soit de mauvaise qualité ou il faut le retravailler à plusieurs reprises. Puis là, finalement, il n'y a pas vraiment de gain de temps par rapport à ça. Donc là, on revient à l'enjeu de la formation du personnel, comment l'utiliser. Mais oui, il y a un gain potentiel de temps assez intéressant pour le personnel enseignant. Oui, j'aimerais peut-être parler un peu des risques. Il y a des impacts qui ont été avancés sur les processus de construction cognitive des élèves, sur le développement des capacités intellectuelles et relationnelles aussi, et de leur formation comme citoyens. Madame Monette, qu'est-ce qu'on peut trouver comme, on va dire, petite alerte rouge, là, des petits signaux auxquels il faut faire attention quand on veut enseigner comme ça avec ces outils, et puis avec des mineurs aussi, des gens qui sont en formation? Tout à fait. On ne sait pas comment fonctionnent ces systèmes-là. C'est très opaque. Il y a très peu de transparence. Donc, c'est certain qu'il faut vraiment bien éduquer les étudiants à avoir un esprit critique. Je pense que c'est la chose la plus importante. Une intégrité académique aussi. Faut pas prendre pour acquis que les étudiants veulent tout tricher dans tout leur parcours. Donc, faut leur apprendre à bien l'utiliser, à questionner les résultats qui sont offerts par ces plateformes-là. C'est pas toujours bon. Faut vérifier cette information-là. Les sources qui vont être données aussi, des fois, c'est pas des vraies sources. Donc, faut vraiment valider. Je pense qu'il faut faire attention à la protection aussi des données et des renseignements qu'on va mettre dans ces plateformes. Il faut aussi être conscient des biais qui font partie de ces systèmes. Donc, on le sait, de plus en plus, on en entend parler, mais si on demande de générer une image d'un médecin, par exemple, c'est rarement une femme qui va être générée. Donc, la société est biaisée, ces systèmes-là sont biaisés, prennent les données d'Internet. Il faut en être conscient. Il faut éduquer, je pense, les élèves à ces enjeux-là avant de leur faire générer plein de contenus. Oui. Professeur Landry, j'ai vu que même Alloprof fait de plus en plus appel à l'IA pour répondre aux questions des élèves. C'est quoi les avantages par rapport à un jeune prof qui serait embauché par Alloprof, par exemple? Ben, je vous dirais que l'avantage, c'est justement le fait qu'en ce moment, des plateformes comme Alloprof manquent de jeunes profs pour répondre aux questions. Donc, l'avantage, il est là, c'est qu'on a un outil qui va pouvoir répondre aux questions de base d'un élève et qui va libérer les profs pour répondre à des questions plus complexes. Donc, si par exemple, je suis un jeune du primaire puis je veux comprendre c'est quoi le groupe du nom,
puis je vais sur Allo Prof, mais je peux simplement taper la question, peux-tu m'expliquer le groupe du nom? Et la machine est assez performante pour donner une explication qui est cohérente, basée sur vraiment les données qui ont été mises dans le site d'Allo Prof. Mais après ça, si la question est plus complexe, ben là, on peut refiler la question à un enseignant, un être humain, qui va pouvoir venir compléter la réponse. Donc, dans le fond, l'IA ne viendra pas aider dans ce cas-là, mais il va venir combler une partie du problème du manque de personnel. On a un peu la même réalité dans la classe. Moi, si j'avais, par exemple, un robot conversationnel qui venait expliquer aux élèves les opérations de base en mathématiques, mais ça viendrait me libérer un paquet de questions que je dois répondre au quotidien, et là, je pourrais mettre plus d'énergie sur répondre aux questions plus complexes. Donc, faut toujours revenir à l'idée de base que l'IA, c'est un outil, c'est pas un remplaçant, c'est pas un prof, c'est une aide à la classe, et il faut savoir s'en servir correctement, puis il faut pas devenir dépendant non plus de ces outils-là. Comment bien préparer les élèves à son utilisation? En l'utilisant. La meilleure façon, c'est de s'en servir. C'est de montrer aux jeunes comment s'en servir, comment faire la rédaction, comment donner une commande, gérer justement, leur enseigner l'impact environnemental, l'impact cognitif de tout ça. J'ai un collègue, Andrew Burton, au cégep Marianapolis, qui a fait justement un projet d'écriture. C'est au niveau collégial, mais il a fait un projet d'écriture où il y avait 3 productions écrites. Une première faite entièrement à la main, une deuxième faite entièrement par l'IA et une troisième qui devait faire conjointement à la main, et ensuite l'IA venait renchérir le travail. Et les élèves, par eux-mêmes, constataient que le produit fait uniquement par l'IA n'était pas de bonne qualité, puis que finalement, le meilleur produit, c'est celui qui avait fait à la main, et que l'IA était venue renchérir par-dessus, venir aider à améliorer le produit fini. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là qu'il faut faire assez rapidement dans un jeune âge. Il faut montrer aux jeunes comment s'en servir, lesquels utiliser, lesquels ne pas utiliser, comment les utiliser, et être critique par rapport aux résultats qui est généré. Oui, Madame Honnête, comment former les enseignantes et les enseignantes? Les enseignants, en fait, comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas de formation continue offerte à tous, donc qui est uniforme. Donc, c'est certain que ça serait la base, je pense. Une formation qui est adaptée aussi, pas prendre pour acquis que les enseignants ont tous la même expérience avec ces outils-là. Il y en a qui l'ont pas ouvert, puis il y en a qui l'utilisent tous les jours. Donc, il faut faire de la différenciation aussi, je reviens avec ce mot. Mais aussi la formation technique, mais aussi pédagogique, pour que les outils d'IA soient intégrés de manière à ce que ça soutienne l'apprentissage au lieu de le court-circuiter. La plupart des enseignants qui vont pas l'utiliser ont peur un peu du remplacement, des choses comme ça. Mais si je peux y aller avec une anecdote, en fait, on a interrogé beaucoup d'étudiants en IA dans le cadre d'un projet de recherche qui nous disait plus tu utilises les outils d'IA génératifs, moins tu as envie de les utiliser. Plus tu réalises les limites, plus tu réalises que c'est un stagiaire qui veut toujours que tu aies raison, donc qui va te proposer toujours une tâche de plus. Est-ce que je pourrais faire un tableau avec vos résultats, des choses comme ça? Et un étudiant, surtout au cycle supérieur, a besoin d'être contredit, remis en question pour apprendre. Donc, rapidement, ils l'ont mis de côté et l'utilisent simplement pour des tâches assez simples, comme on a énuméré tantôt, et laisse la créativité, en fait, à l'humain. Donc, oui, je voudrais qu'on parle peut-être du concept d'évaluation, parce que ces appareils technologiques, c'est sûr que là, les cellulaires sont retirés des classes, là, donc ça ne doit pas faciliter les choses, mais comment on évalue justement un élève qui aurait utilisé ChatGPT, surtout si on ne le sait pas, là, ou ben, c'est mieux qu'on le sache, de toute façon, peut-être qu'on... Madame Odette, vous le dites, peut-être que ça se voit, je ne sais pas. Donc, j'ai entendu tout récemment, cette semaine, des manières, en fait, de voir comment on peut, pour un enseignant, là, comment... Il n'y a pas vraiment d'outil qui va être aussi bon que ces outils-là, parce que c'est une question de budget. On n'aura pas des outils qui vont permettre de savoir qu'un texte a été généré par ChatGPT. Ça génère du nouveau contenu. Mais, par contre, ce qu'on peut voir, c'est le temps qu'une personne a mis sur un document, combien de copier-coller il a fait. Donc, on demande un texte de 3 pages, ça a pris 1 minute. On peut se questionner. Donc, il y a des outils comme ça qui sont en train de faire leur apparition. Mais moi, je suis plus d'avis qu'il faut l'utiliser, pas avec les étudiants, mais évaluer peut-être plus le processus, les requêtes, quelles questions ils ont posées, de quelle manière ils sont arrivés à leur résultat, plutôt que le résultat. Puis ça revient à l'approche par compétences qu'on parle en éducation depuis très longtemps. Évaluer des connaissances de nos jours, ça vaut peut-être pas la peine. On a accès à ces connaissances-là partout. Donc, c'est vraiment évaluer la pensée, comment le cheminement, le processus, la démarche. L'esprit critique aussi. Donc, professeur Landry, est-ce que vous êtes fâché que les cellulaires soient plus dans les classes? Non, moi, ça fait mon affaire que les cellulaires soient venus des classes parce que c'était une distraction. On le voit, les jeunes sont dépendants de leur appareil. Même quand on disait en classe, t'as pas le droit d'utiliser, la seconde que la cloche sonnait, ils sortaient tous de leur poche comme si leur vie en dépendait. Donc, ça fait du bien d'avoir un petit espace là, pendant quelques heures par jour que les jeunes puissent vraiment faire autre chose que regarder leur écran. Ça fait du bien. OK, mais j'aimerais voir avec vous comment on peut repenser donc
donc le concept d'évaluation dans notre réseau scolaire, particulièrement au secondaire. Oui, il va falloir repenser le concept. Tout ce qui est à faire à la maison, en dehors de la classe, va devenir probablement plus une évaluation formative, c'est-à-dire qui ne compte pas dans l'évaluation formelle parce que justement, c'est trop facile de tricher. Et ma collègue disait, il y a un nouvel outil qu'on peut mesurer le nombre de copier-coller, le temps que ça prend. Moi, tout de suite, je me mets dans la peau d'un élève, je suis parfait, je vais le faire, je vais l'imprimer et à la maison, je vais retaper le texte que j'ai imprimé. Je viens de court-circuiter ton outil, ça m'a pris quelques minutes. Chaque fois qu'on va monter un outil qui va supposément détecter l'IA, on va être capable de le contourner. Et mes élèves me le disent, moi, monsieur, je fais l'IA et je lui dis même de faire quelques fautes d'orthographe dans mon texte pour tromper mon professeur et ça fonctionne. Donc, il faut vraiment qu'on repense l'évaluation. Tout ce qui est à la maison, comme je vous dis, deviendrait formatif. Et là, en classe, il faut repenser nos pratiques aussi. Par exemple, passer plus de temps à faire d'évaluation, par exemple, le dialogue avec un élève. Explique-moi ce concept-là pour voir. Si tu l'as vraiment étudié, si tu l'as vraiment travaillé toi-même, tu vas être capable de me l'expliquer et de défendre ta position. Si c'est une machine qui l'a fait pour toi, tu seras pas capable de me le dire. Mais encore là, ça prend des ressources. Est-ce que moi, j'ai 4 groupes, j'ai 112 élèves dans ma charge, est-ce que je peux faire 112 exposés oraux? Non, c'est pas faisable. Donc, il y en a beaucoup qui disent, je vais revenir papier-crayon. Là, on a l'enjeu des élèves qui ont le droit à un ordinateur pour travailler. Ça prend une plateforme qui est coupée d'Internet. Donc, c'est toujours des questions de ressources, de structure. Mais effectivement, l'évaluation doit être repensée. On va dire, les connaissances, c'est peut-être plus nécessaire à évaluer parce que tout le monde, justement, a un téléphone cellulaire, accès à Internet. Je cherche une information, ça me prend quelques secondes. Donc, il faut repenser notre façon d'enseigner. Il faut repenser notre façon d'évaluer. Mais justement, ça prend une refonte de nos structures, une refonte de nos programmes. Et ça prend du temps, faire ça. Particulièrement au Québec, c'est long. Virer le paquebot de bord, là, ça prend du temps. Et c'est là le danger, comme on se dit toujours, ça va très, très vite. Et déjà, on en parlait, il y a des écoles privées, par exemple, qui ont déjà leur propre moteur d'intelligence artificielle pour faire la correction des textes en français. Alors qu'on a certaines écoles à Montréal qui n'ont même pas de réseau sans fil. Donc là, on est vraiment dans une dichotomie assez importante. Là. Oui. La France s'est donné un cadre d'usage encadrant l'IA. Au Québec, il y a eu récemment un guide, une IA responsable envers les enfants, auquel vous avez participé, Madame Monette. Quels sont les points à retenir? Et est-ce qu'il y a la nécessité d'un encadrement plus uniforme, en fait? En fait, le guide auquel j'ai participé, ça s'adressait plus aux gestionnaires d'établissements. Okay. Pas de problème. Mais ça s'applique, toutes les conclusions s'appliquent autant au secondaire, au primaire, en fait. On a fait des entrevues avec des étudiants, des professeurs, des directions d'établissements, des syndicats, en fait, toutes les parties prenantes. Et on a regardé tout ce qui se fait à l'international. Parce qu'on le voit, au Québec, on est un petit peu en retard. En même temps, on aime prendre le temps en intelligence artificielle de bien évaluer l'éthique. Donc, on est très fort à Montréal pour ça. Donc, ce qui est une bonne note, quand même. Oui, c'est une bonne note. Donc, on prend peut-être plus le temps. Mais la conclusion, en fait, c'est qu'on peut pas vraiment arriver avec des balises très uniformes au niveau, en fait, de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'enseignement du secondaire parce que les enseignants ont une autonomie. Donc, on peut pas leur dire, vous devez absolument faire telle chose. Mais on doit leur amener le constat que l'intelligence artificielle transforme tout ce qu'on a dit, donc la recherche, la conception des cours, la manière d'évaluer, le rapport qu'on a aussi au savoir. Donc, en conclusion, l'application de règles trop rigides, c'est pas la meilleure solution, mais il faut donner aux acteurs les informations, aux actrices aussi. Information, oui, surtout dans les classes. Oui, c'est ça, surtout. Information et outils pour prendre des décisions qui sont éclairées. Entendu. Professeur Landry, quelles sont les normes et les balises que nous devrions nous doter, finalement, avec peut-être quelques exemples pour que ça soit clair? C'est certain qu'il y a certaines plateformes d'intelligence artificielle qui devraient pas être utilisées. Là, je pense notamment à DeepSeek, là, qui est une plateforme chinoise là, à laquelle il faut vraiment faire attention. Par rapport aux données personnelles? Par rapport aux données personnelles, par rapport aux réponses qui sont générées, par rapport à ça, par exemple, politiquement. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on en a parlé un peu tantôt. Le mentionner, l'éthique professionnelle, de dire quand tu as utilisé l'IA pour générer un texte, tu devrais le mentionner, tu devrais le mettre en bas de page, que tu t'en es servi. Ça fait partie de l'éthique professionnelle. Ce sont pour moi les deux premiers éléments qui me viennent en tête, mais effectivement, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. L'impact environnemental aussi, de dire aux profs, c'est quelque chose que je mentionnais dans une conférence. Est-ce que tu demandes à ChatGPT une recette de tarte aux pommes alors que sur Google, tu peux trouver 22 recettes en 30 secondes qui vont bouffer beaucoup moins d'énergie qu'une requête à l'intelligence artificielle? Ça aussi, ça fait partie du processus de formation et des balises qu'on doit donner. Si tu demandes à ChatGPT quelque chose qui est dans un document que tu as sur le coin de ton bureau,
c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Peut-être que vous devriez aller chercher l'information localement et baliser un peu comment on se sert de l'intelligence artificielle. Donc tout ça, ce sont des processus qu'il faut enclencher, mais comme on disait, faut quand même pas y aller trop dans le spécifique parce que quand ça vient d'une obligation, là, il y a des gens qui viennent encore plus réfractaires, ils viennent de l'opposition. On retarde justement le processus de formation. Quand on commence à imposer des choses, les gens se braquent et là, ça prend encore plus de temps pour amorcer ce virage-là. Donc, il faut vraiment y aller là, avec prudence et de façon assez large. Oui, on parle de l'école, mais l'école est dans la société. Puis, par défaut, dans nos téléphones maintenant, dès qu'on veut faire une recherche, n'importe quelle recherche en ligne, c'est l'IA qui nous répond. C'est la première réponse souvent. Qu'on aille sur toutes les plateformes, on est face à l'IA tout le temps. Mm-hmm. Donc, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Est-ce qu'il y a une méconnaissance des outils qui fait que peut-être il y a plus de frilosité? Est-ce qu'il y a aussi l'aspect financier ou est-ce que comment finalement encourager ces apprentissages-là coopératifs, mais s'assurer d'un usage peut-être éthique et intelligent justement de ces agents conversationnels, Madame Monette? C'est une grande question, mais en effet, c'est pas juste à l'école l'enjeu, c'est partout dans la société. De mon côté, où on travaille à Ivado, c'est vraiment de faire de la formation à tous les citoyens qui sont intéressés, mais je pense que c'est très, très important de connaître au moins ces systèmes-là, de connaître les limites aussi de ces systèmes-là. Dès qu'on sait que c'est alimenté par Internet, on sait donc que plus de 50% de l'Internet, c'est de la désinformation. Donc, oui, il y a ça aussi. Donc, il faut vraiment être conscient et je pense que c'est un enjeu de société. Il faut avoir plus de publicité, d'intérêt à faire de la formation à travers toutes les générations, à travers tous les métiers, en fait. Oui, finalement, les profs doivent retourner à l'école pour apprendre, professeur Landry? En fait, les profs devraient être constamment à l'école tout au long de leur carrière. Là. C'est pas quelque chose, on sort pas avec notre bac pour dire pour 35 ans, j'ai la connaissance infuse. Mais je veux rebondir sur ce qui a été dit il y a quelques secondes. Effectivement, premièrement, je pense que cet apprentissage-là doit commencer en très jeune âge. On parle de préscolaire, primaire, montrer par exemple à des élèves, voici les fausses informations que l'intelligence artificielle peut générer. Pour qu'on prenne déjà conscience que c'est pas une panacée, que ça règle pas tout d'un seul coup. L'autre chose qui me vient en tête, par contre, c'est que, là, en ce moment, c'est la frénésie de l'intelligence artificielle. Il y en a partout. Oui. Dans une conférence récente, je montrais un exemple. Là, on a des frigos avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un frigo intelligent qui te dit comment faire ton omelette avec tes œufs? Et je pense qu'en ce moment, là, tout le monde vire fou avec l'intelligence artificielle. Il y en a partout et éventuellement, je pense que ça va se calmer. Et il y a des endroits, il y a des secteurs où on va dire, finalement, l'intelligence artificielle, ça me sert pas. Et ça va tranquillement revenir à un certain nombre, un peu comme on l'avait avec Internet. Au tout début d'Internet, tout devait être connecté tout le temps, partout. Puis on se rend compte que certaines fonctions, certains objets, ils n'ont pas besoin d'avoir connecté Internet finalement. Puis c'est même dangereux de les connecter Internet. Donc, je suis quand même confiant qu'il va y avoir un certain recul tranquille qui va se faire, qu'on va revenir à une certaine norme. Mais oui, il faut commencer dès le jeune âge à montrer aux enfants, l'IA, parce qu'ils s'en servent, puis ils nous en parlent. Oui, mais fais attention, l'IA peut te donner des fausses informations. Ça peut être biaisé. Ça peut même être dangereux. Il y avait un article dans la presse récemment sur l'IA qui insistait pratiquement au suicide, dépendant de la question qu'on posait. Donc, tout ça, c'est de la pédagogie qu'on doit faire chez les enfants pour qu'ils deviennent des adultes justement critiques par rapport à l'IA. Bon point. Donc, on était en compagnie de Simon Landry, enseignant à l'école secondaire, doctorant en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, auteur d'un livre qu'on va mettre l'éducation au Québec en ce 21e siècle. On va mettre le lien sur la page. Et de Julie Monette, conseillère pédagogique à Ivado et doctorante en éducation et intelligence artificielle. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique